Nous avons invité, vous savez pourquoi? C'est dans le cadre de l'affaire judiciaire de notre client, monsieur Ogoé Simon Pascal. Voilà, contre le ministère public de Libreville. Vous savez ce qui se passe. Notre client a été détenu. Pour nous, d'emblée, on dit de façon illégale. Déjà, retenez cela. Pourquoi? Parce que on ne prend pas un sénateur dans une république comme la nôtre. Ça se passe partout d'ailleurs. Hein. On ne prend pas un sénateur comme cela pour d'abord l'interroger, le mettre en détention préventive, peu importe, qu'elle soit préventive ou définitive, ça ne se passe pas comme cela. Il faut l'autorisation, il va tout vous expliquer, il faut l'autorisation, il faut solliciter l'autorisation de son corps. C'est un sénateur. Donc, nous vous avons invité pour vous éclairer. Parce que jusqu'à présent, on ne comprend rien. Nous nous mettons au travail. On s'abstient à vous faire, surtout à la famille, à faire des promesses. C'est une affaire judiciaire. Nous ne sommes que des avocats. Donc, mon confrère qui est là, c'est vrai que nous tous, nous maîtrisons le dossier, mais c'est lui qui gère cette conférence de presse. Quand il prenait la parole, il va vous présenter mon confrère qui est là, à notre gauche. Il fait beau. Vous voyez même le soleil. Mais est-ce que notre client voit ce soleil-là? Si nous sommes là, c'est pour faire en sorte qu'il voit ce soleil-là. Comme nous sommes en train de vivre le soleil. C'est une vie. Il a de la famille. Il a une femme. Donc, il faut retenir une chose, même s'il est incarcéré, illégalement ou non, mais pour nous les avocats, nous estimons que c'est illégal. Illégalement, parce que c'est un sénateur, il va vous expliquer. Nous nous battons si nous disons que il n'est pas encore condamné, dire que c'est un, comme on a l'habitude de le dire souvent, c'est un présumé innocent. Donc je laisse la parole pour ne pas trop, parce que moi quand je commence à prendre la parole, je ne finis pas maintenant là. Je suis déjà habitué. Donc je préfère que lui se lance déjà. C'était pour faire le peu que je viens de faire. Il va présenter le confrère également qui est là. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis Maître Jules Obiang
Et sur ma gauche, Maître Herbert Mbovia, du cabinet Jules Aubian. Excusez, mais avec nous, Maître Gomez Tchango, Edgar Noël, qui assiste également avec nous, M. Ogowe Siphon Simon Pascal. Nous vous avons réunis ce matin pour une déclaration de presse des avocats donc de notre client, M. Ogowe Simon Pascal. Les avocats de M. Ogowe Siphon Simon Pascal, sénateur et ancien ministre de la République, souhaitent informer l'opinion publique nationale et internationale de la situation juridique et judiciaire actuelle à la suite de l'arrestation et du placement en détention de leurs clients, ainsi que de plusieurs membres de son département ministériel, en plein réveillon de Noël, le 25 décembre 2025. Cette communication est strictement limitée à des questions de droit et de procédure, conformément au secret de l'enquête et de l'instruction, au respect de la présomption d'innocence et à la dignité des institutions de la République. Mais c'est une affaire d'une gravité institutionnelle exceptionnelle. Il faut le reconnaître. L'arrestation simultanée d'un ministre pour des raisons de contrôle de la gestion de son ministère, sénateur de la République, et de l'ensemble ou de la quasi-totalité de son département ministériel constitue un événement sans précédent, engageant directement la protection des libertés individuelles, le respect des prérogatives constitutionnelles des pouvoirs publics et surtout la crédibilité de l'état de droit. Une telle situation impose une exigence absolue de rigueur juridique, d'autant plus qu'il s'agit de nombreux pères et mères de famille ayant servi l'État. Dans cette procédure, nous dénombrons, malheureusement, nous constatons des violations graves des droits de la défense. De nombreuses violations des droits de la défense. Certains parmi vous ont passé la nuit du 24 au 25 décembre avec nous au cours de l'audition qu'il y a eu ce 24 décembre 2025. Mais avant cela, il y a eu une enquête au B2. Et depuis le début de ce dossier, au B2, les avocats ont relevé de graves irrégularités procédurales. Ils n'ont pas eu d'accès effectif au dossier en enquête préliminaire. Tant durant la garde à vue, donc, que lors de la première comparution devant le juge d'instruction, rendant leur assistance largement illusoire. L'ouverture de l'information judiciaire le 24 décembre 2025, au-delà des heures légales de fonctionnement juridictionnel, est sans urgence objectivement démontrée. La poursuite quasi ininterrompue des auditions pendant près de 24 heures, du 24 au 25 décembre 2025. Des plaidoiries imposées aux avocats en pleine nuit de Noël, inédit, en pleine nuit de Noël, jusqu'aux environs de 3 heures du matin, dans des conditions matériellement incompatibles avec un débat judiciaire serein et équitable. Ces conditions portent atteinte au principe du contradictoire, le non-accès au dossier, et au droit à un procès équitable.
Mais nous relevons surtout, mon aîné confrère Ahmed Moubembe l'a déjà indiqué en partie tout à l'heure, des atteintes directes aux dispositions même de la Constitution. Et les avocats ont donc saisi la chambre d'accusation, qui est au-dessus du juge d'instruction, de l'ordonnance de placement, c'est-à-dire que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de placement en détention, et en appel, les avocats ont saisi la juridiction supérieure, qui est la chambre d'accusation. Les avocats l'ont saisi, la chambre d'accusation, de deux exceptions d'inconstitutionnalité. Qu'est-ce que l'exception d'inconstitutionnalité? C'est un mécanisme juridique permettant à un justiciable, lors d'un procès, de contester l'application d'une loi qu'il estime contraire à la Constitution. De contester l'application d'une loi qu'il estime contraire à la Constitution. Le justiciable soulève alors ce moyen devant le juge devant lequel il se trouve, le juge ordinaire, qui saisit ensuite la juridiction constitutionnelle. Notre juridiction constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle. Pour avis, la Cour constitutionnelle est saisie pour donner un avis, pour se prononcer sur l'exception d'inconstitutionnalité. L'exception d'inconstitutionnalité a été introduite pour renforcer l'état de droit. Elle permet aux citoyens de défendre ses droits fondamentaux face à une loi potentiellement inconstitutionnelle. Ce faisant, cela renforce la suprématie de la Constitution. La première exception d'inconstitutionnalité repose sur la méconnaissance du régime constitutionnel de l'immunité parlementaire. Alors que M. Ogowe-Sifongo est sénateur de la République, depuis la proclamation de son élection par la Cour constitutionnelle elle-même, le 2 décembre 2025, il a été arrêté le jour même où il venait de déposer sa démission du gouvernement, sans que les auteurs de cette arrestation n'aient pris la peine de saisir le Sénat afin qu'un débat se tienne sur la levée ou le maintien de son immunité parlementaire. Cela en violation des dispositions de l'article 77 de la Constitution de la République gabonaise, issue de la loi référendaire numéro 002 R/2024 du 19 décembre 2024, celle que nous avons votée par référendum, qui dispose: les membres du Parlement jouissent de l'immunité parlementaire. Tout membre du Parlement ne peut, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu'après la levée de l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire est levée à l'issue d'un vote au scrutin public et à la majorité des 2/3 des membres composant la Chambre intéressée. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire. C'est le texte de l'article 77 de la Constitution. La jurisprudence est constante, qui considère que l'immunité s'applique dès la proclamation des résultats de l'élection. En l'espèce, le 2 décembre 2025. À partir de ce moment, la personne de l'élu, sa personne,
est inviolable. À partir de ce moment, la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, sa personne devient comme un sanctuaire. Elle est inviolable. Toute mesure coercitive ne saurait être valablement exercée sans la levée de son immunité parlementaire. Par qui? Par ses pairs. En permettant de telles poursuites sur le fondement des dispositions législatives, celles notamment du Code pénal, pour détournement, pour des présomptions de détournement de fonds publics, en violation donc de l'article 77 de la Constitution, puisque le débat ne s'est pas tenu sur la levée de son immunité parlementaire, le juge d'instruction a appliqué une norme inconstitutionnelle dans ses effets. C'est ce que pensent les avocats. La question suivante est donc ainsi soulevée. Les dispositions législatives permettant l'engagement ou la poursuite d'actes d'instruction contre un parlementaire sans le moindre débat sur le régime constitutionnel de l'immunité parlementaire sont-elles conformes à la Constitution? Et la question qui est posée en exception d'inconstitutionnalité à la chambre d'accusation et surtout à la Cour constitutionnelle. La deuxième exception d'inconstitutionnalité repose sur l'atteinte à la compétence constitutionnelle exclusive de la Cour des comptes pour des faits relevant de la gestion et du contrôle des finances publiques, ainsi qu'en dispose la mère des lois, c'est-à-dire la Constitution, en son article 133 en ces termes. La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle des finances publiques. Je reprends cela parce que j'aime bien le texte de la Constitution. La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle des finances publiques. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. À cet effet, elle juge les ordonnateurs et les comptables publics. Elle juge les ordonnateurs et les comptables publics. Monsieur Ogowe Siphon Simon Pascal, en tant que ministre, était l'ordonnateur des comptes du ministère du Tourisme. Et la Cour constitutionnelle est en train de dire ici que c'est la Cour des comptes qui juge les ordonnateurs et les comptables publics. Elle déclare et appure les gestions de faits. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'État. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'État. Donc s'il y a faute de gestion commise à l'égard de l'État, la Constitution prévoit que ce soit la Cour des comptes, que c'est la Cour des comptes qui les sanctionne, ces fautes éventuelles de gestion. Les faits visés par l'ordonnance de placement en détention préventive du 25 décembre 2025 portent principalement sur les actes du ministère du Tourisme et de l'Artisanat relevant du contrôle juridictionnel des comptes publics. La présomption de détournement de fonds publics, ce n'est ni plus ni moins que le contrôle de la comptabilité publique du ministère. En retenant sa compétence pour instruire de tels faits, malgré la question préjudicielle de compétence qui lui a été posée, le juge judiciaire empiète sur une compétence d'attribution
directement conférée par la Constitution à la Cour des comptes. Or, une loi ordinaire ne peut ni réduire ni transférer une compétence constitutionnelle. La question suivante est ainsi posée, s'agissant de cette deuxième exception. Les dispositions législatives, notamment l'article 141 du Code pénal, c'est l'article relatif au détournement de fonds publics dans le Code pénal, attribuant à la juridiction pénale, fût-elle spécialisée, la connaissance de faits relevant constitutionnellement de la compétence de la Cour des comptes, sont-elles conformes à la Constitution? Il convient d'ajouter qu'en l'espèce, la Cour des comptes est déjà saisie. M. Ogowe Siphon y a déjà été auditionné. Il y a donc, en droit, litis pendens. Ce qui devrait se traduire par le dessaisissement de la juridiction inférieure, c'est-à-dire le juge d'instruction spécialisé du tribunal, au profit de la haute juridiction, la Cour des comptes, préalablement saisie. Celle-ci, la Cour des comptes, doit aller jusqu'au bout dans l'exercice de ses compétences d'attribution. Ces questions, mesdames, messieurs, ne relèvent pas d'un débat accessoire. Elles touchent au cœur de la hiérarchie des normes, à la séparation des pouvoirs et à l'organisation judiciaire, à l'organisation de la justice. Un juge d'instruction d'un tribunal, fût-il spécialisé, ne peut valablement s'arroger les attributions constitutionnelles d'une haute cour de justice telle que la Cour des comptes. Une fois saisie de ces exceptions d'inconstitutionnalité, la chambre d'accusation que nous avons saisie doit, elle, saisir la Cour constitutionnelle pour que celle-ci se prononce sur les exceptions. Nous récapitulons. L'exception tenant à l'immunité parlementaire, article 77 de la Constitution, et l'exception tenant à la compétence de la Cour des comptes, article 133 de la Constitution. C'est ce que nous attendons actuellement. Nous tenions à vous en informer. C'est ce que nous attendons actuellement et c'est ce que nous attendons vivement. Mais nous ne pouvons pas vous parler de ces exceptions, de ces questions de procédure. Vous aurez compris qu'on aura même évoqué des moyens de nullité. Parce que lorsqu'on dit qu'on a été auditionné les jours fériés, du 24 au 25 décembre, nous sommes là dans les nullités de la procédure. Lorsqu'on dit que nous n'avons pas eu accès au dossier, nous sommes là dans les nullités de la procédure. Nous vous avons évoqué donc les nullités de procédure, mais nous vous avons surtout évoqué des questions préjudicielles, c'est-à-dire que sans lesquelles il ne peut pas y avoir normalement jugement. Le débat du Sénat pour la levée de son immunité parlementaire, le débat nécessaire au Sénat, et la question de la compétence de la Cour des comptes. C'est des questions préjudicielles, sans lesquelles même les nullités
deviennent non pas accessoires, mais d'un degré inférieur. On doit d'abord examiner ces questions préjudicielles. Mais on a beau vouloir que ces questions soient examinées par la Cour constitutionnelle, qui sera saisie donc par la chambre d'accusation, il y a aussi que, en attendant, M. Ogowe Simon Pascal est détenu préventif. Donc en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur les exceptions d'inconstitutionnalité, les avocats attendent de la chambre d'accusation qu'elle se prononce rapidement sur la demande de mise en liberté provisoire du sénateur Ogowe Simon Pascal. Liberté provisoire. Sur ce point, les avocats tiennent à rappeler que la liberté individuelle est un principe garanti par la Constitution. La détention avant jugement doit rester strictement exceptionnelle. Toute privation de liberté doit être nécessaire, proportionnée et rigoureusement motivée. En l'état, la détention de M. Ogowe Simon apparaît juridiquement contestable, tant par son fondement que par les conditions dans lesquelles elle a été décidée. Contestable. Avec toutes les garanties de représentation dont il dispose, la chambre d'accusation doit pouvoir le remettre en liberté, en attendant même que la Cour constitutionnelle se prononce sur les exceptions d'inconstitutionnalité qui ont été soulevées. La chambre d'accusation elle-même doit pouvoir le remettre en liberté provisoire. Il est par ailleurs anormal, s'agissant de ces conditions de détention, que plus d'un mois après son incarcération à la prison centrale de Libreville, il ne puisse recevoir de visite de sa propre famille. Si son épouse a récemment été autorisée à le voir, ce n'est toujours pas le cas pour ses propres enfants. La triste appellation d'un autre âge, sans famille, doit cesser d'être une réalité pour les détenus en ces temps de 5e République. On ne devrait plus être à sans famille. Nous ne pouvons que regretter et dénoncer cet état de fait qui n'a aucun fondement légal. Les avocats voudraient terminer cette déclaration par un appel solennel au respect de l'état de droit. Ils tiennent à souligner que leur démarche est exclusivement juridique et constitutionnelle. Nous sommes à la fin de cette déclaration. Vous aurez compris que nous n'avons pas abordé les questions de fond. Il y a le secret de l'instruction, le secret de l'enquête. Il y a un débat constitutionnel qui se pose. L'immunité parlementaire, la compétence de la Cour des comptes, les libertés fondamentales garanties par la Constitution, ce sont des préalables. Ce sont des choses, nous avons envie de dire, élémentaires dans un état de droit. Des choses dont on ne devrait même plus avoir à débattre parce qu'elles devaient être appliquées systématiquement par les OPJ, les officiers de police judiciaire,
et par les magistrats eux-mêmes, sans que nous ayons, nous les avocats, à les interpeller là-dessus. Mon aîné confrère, maître Jean-Paul Moubembe, qui était dans ce dossier à son entame, a écrit au procureur de la République tout de suite pour lui rappeler la qualité de sénateur de M. Ogowe Siphon. Au début de la procédure. À ce jour, il n'a même pas daigné répondre. Mesdames, Messieurs, ce dossier va au-delà de la personne de M. Ogowe Siphon Simon Pascal. Il y a d'autres sénateurs. Il y a d'autres députés. Et il y a d'autres ministres en fonction. Tout en réaffirmant leur confiance en la justice, les avocats rappellent que la force de l'État ne se mesure pas à la brutalité des procédures, mais au respect scrupuleux des droits et des libertés, y compris et surtout dans les affaires les plus sensibles. La justice de la République sort toujours grandie à chaque fois qu'elle s'exerce dans la sérénité. Elle sort toujours grandie à chaque fois qu'elle s'exerce dans la légalité. Elle sort toujours grandie à chaque fois qu'elle s'exerce dans le respect des garanties constitutionnelles. Nous en avons terminé et nous vous remercions. S'il vous plaît, quand il dit que nous en avons terminé, mais on n'a pas terminé parce qu'on va vous laisser la parole. Si vous avez des questions à poser, nous allons répondre. Vous avez, j'espère que vous n'avez pas seulement entendu, mais vous avez capté, compris. Parce que ce qui arrive à notre client peut arriver à qui que ce soit. Nous avons des ministres en exercice, nous avons des députés, nous avons des sénateurs. Je dis bien en exercice. Nous avons aussi le président de la République qui est protégé par la Constitution. L'intérêt de cette rencontre, c'est tout cela. L'état de droit. Nous ne croiserons jamais nos bras tant que la question de notre client n'est pas résolue. Vous avez constaté que nous n'avons pas critiqué les autorités policières, judiciaires, les autorités républicaines. Nous devons éviter, on doit faire le nécessaire, éviter que dans l'opinion publique vive à jamais une question simple. Est-ce que la détention, l'incarcération de X, Y n'est pas une demande, un ordre des hautes personnalités? Et en général, depuis voilà à peu près 35-36 ans que je suis avocat,
j'ai accepté ce dossier, non pas parce que, comme les gens disent, que les avocats aiment l'argent, non. Nous avons accepté, en ce qui me concerne surtout, ce dossier pour que les choses soient claires. Si on commence à, moi j'appelle ça un enlèvement, si on commence à détenir, à arrêter un élu, donc qui que ce soit pourra venir ici chez moi, chercher Maître Mumbembe, n'importe qui pourra se lever, aller chercher un avocat, par exemple chez le bâtonnier, ou bien lorsque le Conseil de l'ordre va se lever, on va brutaliser le Conseil de l'ordre. Parce qu'on veut coûte que coûte arrêter X. Ce n'est pas bon. Je répète et j'insiste, ce n'est pas bon. Tout retombe sous la tête de qui? Tout retombe sous la tête du chef de l'État, alors que parfois, et de façon générale, il est informé des faits au même moment que nous, le public. Nous, le public. Parce que je ne vois aucun intérêt pour le président de la République de chercher à arrêter un sénateur. À cette occasion, nous tendons notre main au ministre de la Justice, parce que nous sommes ici avant tout des avocats. À quoi sert-il d'organiser une telle rencontre avec les journalistes si nous n'avons rien à dire, nous n'avons aucune demande à faire? C'est le ministre de la Justice, notre ministre, qui est plus concerné dans cette affaire pour mettre fin aux dérives policières ou judiciaires. On ne peut pas, dans un état de droit, on ne peut pas arrêter, détenir un sénateur. Et je ne comprends pas pourquoi les sénateurs se taisent dans ce dossier-là. Je lance un cri de détresse aux parlementaires, plus précisément aux sénateurs. Notre client est sénateur. Il a été arrêté. Retenons cela. Il a été arrêté après la déclaration de la Cour constitutionnelle, reconnaissant qu'il est sénateur et partant, par ricochet, qu'il a des garanties, qu'il bénéficie de certaines garanties. Et nous l'avions dit tout à l'heure. Et on continue à détenir un sénateur, surtout un sénateur, aujourd'hui on peut dire, en exercice, sans avoir au préalable obtenu de ses pairs la levée de l'immunité parlementaire. Et aujourd'hui, nous les avocats, nous trois, nous lançons un cri, c'est vrai, de détresse, mais je pourrais considérer cela comme étant un cri de secours
Parce que nous nous trouvons désarmés. Nous ne lançons pas ce cri-là pour nous qui sommes libres, mais pour notre client qui est détenu illégalement. C'est ça l'intérêt de cette rencontre avec les journalistes. Soyez notre relais. Nous nous exprimons aujourd'hui. Il faudra que ce que nous disions soit entendu chaque jour, soit lu grâce à vous. Vous, la presse. On pouvait inviter n'importe qui. J'en ai terminé. Il le fallait, parce qu'on va vous passer la parole. Je crois que nous avons été bavards, suffisamment bavards, et je pense que vous n'aurez peut-être pas beaucoup de questions à poser, mais vous êtes libres. Vous êtes libres à poser n'importe quelle question. Nous sommes là pour vous répondre. Mais dans le sens, s'il vous plaît, dans le sens de l'intérêt de la justice. Ne faisons pas de la politique, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas venus ici pour faire de la politique. S'il vous plaît. Les questions politiques, vous allez continuer à poser des questions, mais nous n'allons pas répondre. Je préfère vous dire la vérité. La parole est à vous. Je ne sais pas si mon confrère a quelque chose à dire. Dites fort. Je vais aller dans le même sens que mes deux confrères qui sont intervenus préalablement. La séance de questions-réponses à laquelle vous êtes conviés s'oriente uniquement vers les questions liées à l'intérêt de la justice et non politique. Donc nous réitérons, nous reformulons le vœu justement d'échanger avec vous uniquement dans le cadre de l'intérêt de la justice. Je tenais à le rappeler. Vous vous présentez d'abord, hein? Merci. Vous êtes de telle presse, même si ce sont des questions provocatrices, nous allons noter et on va essayer de rassurer ou... Voilà, je suis Abel Yégué du journal L'Union. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de votre client. Vous avez dit qu'il est incarcéré de manière illégale. Et maître Jules Aubian l'a démontré à travers plusieurs articles qu'il nous a énumérés. Mais d'aucuns disent que l'humilité parlementaire ne s'applique que lorsque le sénateur ou lorsque le Sénat a déjà pris ses fonctions. Dans le cas d'espèce, le Sénat n'avait pas encore pris ses fonctions. Donc, est-ce qu'on peut dire que à ce moment-là, l'ancien ministre, M. Siffon, bénéficiait déjà de son immunité parlementaire? Donc, que répondez-vous à cela? Et je voulais également revenir sur ce que Maître Moubébé a dit. Vous avez parlé concernant l'arrestation de M. Siffon, que vous posez des questions. Est-ce que la demande, est-ce que ce n'est pas un ordre qui vient d'une personnalité? Et vous avez demandé une mise en liberté provisoire. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette demande vous soit tout simplement rejetée? Et pour terminer, concrètement, que reproche-t-on au ministre Siffon? Est-ce que vous, ces conseils, vous pouvez nous dire exactement quelle somme d'argent aurait été détournée par votre client? Merci.
Nous allons répondre à votre question. Mais je donne la parole à mon confrère. Il va commencer et si on peut compléter, et on va. Donc la parole est à mon confrère. Merci, monsieur Abel Yégué de l'Union. La question que vous posez sur l'interprétation de l'article 77 de la Constitution est excellente. Elle est excellente parce qu'effectivement, même les juristes doctrinaires, d'éminents professeurs de droit, que j'éviterai de citer l'un d'eux qui est très connu dans notre microcosme juridique, de par ses fonctions actuelles ou récentes, qui ont effectivement écrit et qui soutiennent que l'immunité parlementaire ne commencerait qu'à l'installation des bureaux, des chambres et du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais nous sommes là dans des questions d'interprétation. Vous aurez compris qu'il y a deux écoles. Une école principale dont nous avons convoqué la jurisprudence, même française, surtout française, parce que nous n'en avons pas beaucoup ici. La France qui a une expérience en la matière. Le débat que nous posons, c'est un débat de droit. Nous l'avons dit dans notre déclaration. Et ce débat de droit, nous voulons qu'il soit porté à la Cour constitutionnelle elle-même. Nous avons indiqué dans notre déclaration quelle était notre position, à savoir que l'immunité commence dès la proclamation des résultats par la Cour. La France va même plus loin. L'immunité commence dès l'élection. Dès l'élection du candidat. La jurisprudence française va plus loin. C'est dès l'élection du candidat. Il a fallu qu'il y ait une jurisprudence pour venir trancher ce que parfois les lois ne disaient pas clairement. Parce que nous avons, pour ceux qui soutiennent cette position, nous avons dans notre Constitution actuelle et même dans celle passée, nous avons un article qui précède l'article 77, je crois que c'est de mémoire l'article 76, qui prévoit effectivement le début du mandat, avec l'installation des bureaux. Mais le début du mandat, c'est comme ça que c'est écrit. Le début du mandat, ce n'est pas le début de l'immunité. Il y a une grande nuance. Le début du mandat, c'est une date administrative. Le début de l'immunité, la protection, comme j'ai envie de dire, quand vous êtes oint, l'instant où vous êtes oint par l'élection, par l'Esprit Saint, l'Esprit du peuple qui vous a élu. Ce n'est pas lorsque vous allez faire l'entrée au bureau. C'est le jour où il y a la proclamation de votre élection. Le peuple vous protège dès cet instant-là. Vous devenez inviolable. Et c'est un grand débat, monsieur Abel Yégué.
parce que nous ne voulons pas parler de politique, mais ce sont des notions qui ont été conçues, pratiquées, définies, consolidées pour des raisons politiques. La protection de l'élu. La protection de l'élu. Il se passe un temps entre l'élection et la chambre du bureau et l'installation du bureau. N'est-ce pas? Cette période-là, il peut se passer beaucoup de choses. C'est pour cela que la jurisprudence a tranché, qui est venue compléter l'esprit de la loi en disant que c'est depuis la déclaration de l'élection. Et dans notre cas, nous considérons que c'est la confirmation par la Cour constitutionnelle, parce qu'il peut y avoir des contestations de l'élection. Vous pouvez avoir été déclaré élu, et puis une contestation est introduite par un adversaire, et puis la Cour qui tranche le contentieux de l'élection, de votre élection, considère que l'adversaire avait raison. À ce moment-là, c'est lui qui est consacré. Et c'est pour cela que nous considérons, nous, que c'est la confirmation de l'élection par la Cour constitutionnelle comme la confirmation par la Cour constitutionnelle de l'élection du président de la République, qui définitivement assoit son immunité. La protection du président de la République, dont l'élection a été validée par la Cour constitutionnelle, ne commence pas quand il va prêter serment. La preuve, c'est que même sur le plan administratif, il commence déjà à expédier certaines affaires avec le sortant, en attendant de prêter serment. Il reçoit les félicitations depuis longtemps de ses pairs. Voyez, M. Abel Yégué, c'est un débat de droit. Et ce débat de droit, nous ne disons pas que nous avons la vérité vraie de notre côté, mais nous disons simplement que c'est celle à laquelle nous croyons. Et nous portons ce débat au sein de la Cour constitutionnelle pour que nous ayons notre jurisprudence, pour que nous ayons notre position. C'est pour cela que dans notre déclaration, nous disons que c'est inédit. Donc, vraiment, nous vous remercions pour cette question qui est très pertinente. Je vais terminer sur cette question s'agissant de la somme d'argent avant de repasser la parole à mon aîné confrère. Quelle somme d'argent? Vous savez, M. Abel Yégué, nous avons dit que nous ne voulions pas rentrer dans le fond. Nous ne voulions pas rentrer dans l'enquête. Je dis bien nous. Je vous renvoie simplement aux communications qui ont été faites par ceux qui poursuivent. Nous vous renvoyons simplement à ces communications. Parce que ceux qui poursuivent ont estimé qu'ils pouvaient indiquer quelle somme d'argent était réclamée, malgré le secret de l'enquête,
Et malgré le secret de l'instruction, ils se sont même permis de donner certains détails des comptes de ceci, des comptes de cela. C'est leur responsabilité. Nous leur laissons la responsabilité de leurs actes. Ce n'est pas que nous n'avons pas des choses à dire au fond. Nous aimerions bien vous répondre sur ces questions parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Mais nous sommes tenus, M. Abel-Yégué, par nos règles. Et nos règles font que l'enquête, l'instruction est secrète. Et nous, les avocats, nous sommes tenus par ce secret. Il y a des choses que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de vous partager ici. Nous sommes venus parler des questions de procédure et de ces questions-là seulement. Je vous remercie. Je repasse la parole à mon aîné confrère sur tu te rappelles, il a dit l'arrestation, est-ce qu'elle viendrait d'un ordre voilà. Mes chers amis, vous me connaissez très bien. Vous tous, pas de langue de bois. Ils ont la chance d'avoir en face d'eux tous ceux qui parlent, mon jeune confrère Obiang. Mais moi, je vais vous dire, quel que soit le secret d'instruction, le secret d'enquête, je vais vous dire, la question qui vient d'être posée, combien il a volé? Ce que vous avez posé, non? En gros, combien il a détourné? Moi, je vous dis, il a détourné 0 franc CFA. Pourquoi? Nous attendons l'arrêt de la Cour de compte, seule habilité à dire la somme détournée s'agissant des fonds publics. Dès lors qu'il n'y a aucun arrêt, ce n'est pas le sangui là que les gens font dans le quartier, qu'il a pris ceci, qu'il a pris cela. La Cour de compte ne s'est pas encore exprimée publiquement. Donc pour nous, pour moi, il n'a pas détourné. Même si on pensait qu'il a détourné, il bénéficie de beaucoup de choses qu'on a dit, l'immunité parlementaire et surtout la présomption d'innocence. Et nous allons poursuivre dès aujourd'hui. La presse, n'importe laquelle, vous êtes là présent, ce n'est pas des menaces. Nous allons poursuivre les autorités. Je vous prends un témoin. Qui oserait, je dis bien oserait, accuser notre client d'avoir détourné même un franc CFA, puisque nous n'avons pas l'arrêt de la Cour des comptes. Donc, dès aujourd'hui, qu'il y ait la présomption d'innocence, peu importe, notre client n'a rien détourné en l'absence d'un arrêt de la Cour de compte. Maintenant, l'instruction telle qu'elle se déroule, maintenant l'enquête, le procès verbal d'enquête, d'audition, etc. En réalité, nous sommes gentils pour ne pas donner des instructions fermes ou encore des conseils à notre client de ne pas parler. Car celui qui accuse doit présenter son dossier. Et notre dossier, dans le cas de l'espèce,
c'est l'arrêt de la Cour des comptes. Notre client est entendu par la Cour des comptes et jusqu'à présent, la Cour des comptes ne lui reproche rien. Et on a constaté que n'importe qui devient Cour des comptes. Vraiment. N'importe qui devient Cour. On va les poursuivre. Qu'il soit juge, qu'il soit policier, qu'il soit qui que ce soit. Parce qu'il s'agit de la liberté. La liberté d'un sénateur. La liberté d'un parlementaire. Moi, je ne comprends pas pourquoi les parlementaires sont taisants. Ce qui arrive à notre client, ça va arriver à chacun d'eux. Ça va arriver à chacun d'eux. Et quelqu'un a posé une question là, pour savoir si l'ordre venait d'une autorité, d'un haut responsable. Nous disons non. Chacun doit assumer ses actes. Chacun doit assumer ses actes. Il a donné la réponse à propos de la qualité aujourd'hui de notre client. A-t-il volé? A-t-il détourné ou non? J'ai déjà répondu, mais qu'est-ce que dit la Constitution? Il vous a expliqué. Mais notre Constitution, jusqu'à présent, il a abordé cette question. Notre Constitution, jusqu'à présent, ne dit rien. Ne dit rien. Ne dit rien. À quel moment, c'était la question, le sénateur a pris ses fonctions à propos de son immunité. Vous savez, lorsque la Constitution n'a rien dit, nous n'avons pas à ajouter. Nous ne sommes pas législateurs. Chacun se lève pour dire que notre client a commencé à prendre, on doit tenir compte ou non au moment où il prend ses fonctions, donc pas au moment de son élection. Quelqu'un a posé la question dans ce sens-là. Monsieur Abel, je crois. Mais M. Abel a raison de poser cette question. La Constitution ne dit rien. C'est pourquoi même en France, il a expliqué en France, il y a eu des débats, on s'est appuyé sur la jurisprudence, qui est une source de droit aussi. Chez nous, on nous dit, mais lorsque les tests sont taisants, on adopte quelle posture? La posture allant dans le sens toujours de l'intérêt du prévenu. Toujours de l'intérêt du prévenu, c'est-à-dire de la liberté du prévenu. On ne doit pas se lever pour dire que ça commence à quel moment, est-ce que c'est à partir du moment où il commence à exercer ses fonctions ou encore au moment où il a été élu. Mais dès lors, et il vous a donné un exemple concret intéressant, nous voyons les candidats à la présidence, n'importe où. Lorsque son élection devient définitive, avant même qu'il prête serment, vous voyez, les motards l'entourent déjà, l'accompagnent partout. Ce sont des petits gestes. Est-il devenu président? Oui. Voilà en gros. Je vais me taire. Oui, merci confrère, merci confrère.
Mais je vous suis. Je vous suis. Merci. On prend une deuxième question. Quelles sont les autres questions? Il va prendre les autres questions. Ou bien, vous avez à répondre? Oui. Mais il faut bien expliquer ce que nous disons, hein, s'il vous plaît. Si vous avez des questions à poser, posez les questions. Hein? Parce que c'est ce que nous faisons, c'est en direct. Hein? C'est en direct, hein? Madame, c'est en direct, non? Donc, il n'y a pas de magouille enlevée, nos phrases, les points, les virgules ajoutées. Donc, si on veut venir nous arrêter, on vient directement nous arrêter. Parce que c'est en direct. Bon. Nous sommes prêts à aller en prison, mais on ne critique personne. Hein? Posez les questions, il va répondre. Si vous n'avez plus de questions, on lève. Vous êtes convaincu? Oui, parce qu'on ne peut pas aller au fond. Non, je sais que l'instruction, donc on risque de faire un peu de place. Nous savons déjà que, bon, là, il s'agit de la perversion inquiétante. Hein, ah! La violation des textes qui sont pourtant clairs par les OPG, mais aussi et surtout par les magistrats. Et ce qui nous interpelle est que vous, en tant que conseil, qu'est-ce qui vous reste au regard de, comme je disais tout à l'heure, au regard de cette perversion qui va grandissant encore plus en ces débuts de 5e République? Qu'est-ce qui vous reste à faire ou qu'est-ce qui vous reste comme manœuvre, étant donné que le droit est clair, il est simple, et que les gens qui sont censés l'appliquer, malheureusement, continuent de faire recours à ce droit? Vous me permettez? Je souhaiterais que vous retirez cette question, vous nous piégez. Quand vous parlez de la perversion de qui? Vous voulez dire que les magistrats sont en train de violer la loi pour envoyer des gens? Non, ne nous cherchez pas de problèmes. Je préfère que cette question, je vous ai compris, hein, vous pouvez avoir raison ou non, vous savez, c'est sensible. On ne va pas répondre à cette question. Même si mon confrère, pour vous satisfaire, il voulait, mais vous ne vous êtes pas rendu compte, c'est une question piège. On ne répond pas. Parce que vous avez dit, à la rigueur, si c'était un peu ça, vous avez dit les magistrats, ceci, viol et tout. Non. Ah non, nous ne jugeons pas les magistrats. Nous ne sommes pas venus ici pour juger les magistrats. Les magistrats font leur travail. Ce ne sont pas les magistrats qui sont partis chercher le dossier. On a transmis aux magistrats un dossier. Qui? On ne sait pas. Et les magistrats font leur travail. N'oubliez pas que nous sommes de la même maison, les avocats et les magistrats. Donc vous n'allez pas nous pousser à critiquer nos amis. Sans vous couper, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, Fabien Vivant, dépêche 241. Lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, comment les juges d'instruction, mais alors de manière systématique, et j'ai même envie de dire... Non, ne nous parlez pas, ne jugez pas, pardon. Je vous arrête là. Quand vous dites les juges d'instruction, vous savez que ce que vous dites là, et nous pouvons être des complices. Outrage à magistrat. Vous dites les juges d'instruction, le tribunal. Donc n'importe quel juge d'instruction peut se lever. Ils vont dire quoi? Maître Mbembe et les confrères et ses jeunes confrères, ils ont fait une conférence de presse. Moi, je suis un vieux. Hein. Bon, eux, peut-être, ils peuvent se laisser aller. Mais ne nous emmenez pas dans la merde. Hein, permettez-moi le terme. Vous avez dit que c'était terminé. Moi, je peux faire que ça soit terminé. C'est l'aîné qui vous dit. Hein. Je crois que je suis plus vieux que vous, sauf madame qui est là et monsieur le parent de notre client. Je crois, parce que c'est son frère, il était avec mon grand frère François Embouré, je crois. Hein. Donc si vous étiez à l'époque de François Embouré, donc vous êtes mon aîné. Hein. François Rogonou, qui est décédé là. Ouais. Donc si vous êtes de sa génération, donc vous êtes mon aîné. Donc vous voyez, je suis là aussi pour protéger mes confrères et me protéger. C'est un dossier sensible. Vous avez compris? C'est pas qu'on ne veut pas répondre.
Bon, vous avez terminé, on lève la séance. Mais avant de lever la séance, c'est lui qui a commencé à dire des bonnes choses. Il va peut-être vous dire, allez-y prendre quelque chose, je ne sais pas. Tu nous invites Avec plaisir. Bon, merci, mais dis-le, on va aller... Hein? Qu'est-ce qu'on fait partager